Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette première édition de la soirée Sognota Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal, nous allons revenir sur les dégâts des pluies diluviennes de lundi dernier sur la ville de Lubumbashi. Vous le savez, plusieurs quartiers ont été sérieusement inondés. À suivre dans ce journal, la brigade provinciale d'assainissement qui a déclaré ne pas être responsable des inondations. Pour ce service, c'est la population qui construit sur des zones inappropriées, dites de non-aedificants, dit aussi les cadastres et habitats qui attribuent des terrains à ces endroits dangereux. À suivre aussi le directeur provincial de la Régie des eaux qui prie ses abonnés de prendre leur mal en patience à cause du manque d'eau potable qu'ils observeront pendant 3 jours. Il a parlé d'une panne qui aurait touché la station de pompage de Kimilolo 1. Encore une fois, bonsoir. Ce journal, vous l'avez remarqué, aussi interprété en langage des signes par Dieudonné Utoka pour la communauté des sourds-muets à qui nous disons également bonsoir. Pour commencer, beaucoup de dégâts matériels ont été enregistrés après la pluie du 18 février dernier qui s'est abattue sur la ville de Lubumbashi. Quelques coins de la ville ont ressemblé à la ville de Venise en Europe. D'une part, c'est la nature qui a démystifié le calcul des hommes et d'autre part, certains Louchois ont payé le prix de la construction anarchique sur les lits des rivières. Maurice Mazel nous en parle. Regardez. Depuis le début du mois de février, de fortes pluies tombent sur la ville de Lubumbashi. Celle de la nuit du 18 février dernier était une averse. De bonne heure, le lendemain matin du 19 février, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda est parti s'enquérir de la situation. Au quartier Lido Golf, toutes les maisons bâties sur les rives de la rivière étaient inondées, tandis que le pont jeté sur la rivière Lubumbashi sur l'avenue Kilwa était complètement immergé, coupant en deux le quartier Lido Golf. Quelque temps après, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a accueilli le ministre provincial des Infrastructures, Jean-Marie Dikanga Kazadi, au niveau des ponts à côté de l'hôpital général des carrières et des mines, groupe Sud et Tchundu, dans le quartier Mampala, cellule de Pengapinga. Les eaux en ces lieux ont gonflé le lit de la rivière Lubumbashi. Les piétons se sont déchaussés pour patauger pieds nus dans le courant d'eau. Des files des véhicules extra longs et des voitures attendaient que le niveau d'eau baisse pour rouler enfin. À la commune de Kampemba, la rivière Naviundu, dont le lit est rétréci suite à des constructions anarchiques sur les servitudes de l'État et l'inexistence des canalisations, a fait déborder le vase sur la chaussée. Dans la commune annexe, le nouveau pont en construction qui va relier la commune de Kampemba à cette municipalité a été en partie endommagé. Le dégât causé par la pluie de la nuit du 18 février dernier est incalculable. Plusieurs maisons, surtout celles construites dans les zones non aedificandi, se sont écroulées. Les inondations ont été causées par le rétrécissement des lits de rivière à Lubumbashi. Cependant, au-delà de la responsabilité de certains Louchoises et Louchois qui ne creusent pas des canalisations dans les quartiers pour frayer le chemin des eaux de pluie, de la vie de Louchois, au mois de février 2014, Lubumbashi a enregistré de pluies fortes qui se déversent comme des averses. Chaque jour, de sombres nuages obscurcissent le ciel qui par la suite ouvre ses écluses. Malgré la désolation, après ces pluies torrentielles, Dieu a déjà déclaré qu'il ne détruira plus la vie sur terre par le déluge, dit la Bible. Un commentaire de Maurice Mazel à ce sujet justement. La brigade d'assainissement dit ne pas être à la base des inondations faisant suite aux pluies qui s'abattent sur Lubumbashi. Une position affichée par les 2 coordonnateurs de ce service en charge d'assainir la ville de Lubumbashi. Ces 2 responsables renvoient la faute à la population qui construit sur des zones marécageuses et aussi au service des affaires foncières et habitats qui attribue des terrains sans foi ni loi. Or, la construction de certaines maisons a obstrué les canalisations d'eau. Jean-Paul Malimba, Michel Olela, Karine Kabongo. La montée des eaux observée dans les rivières de Lubumbashi suite à la pluie qui s'est abattue dans la nuit du 18 au 19 février dernier pousse certains Louchois à s'interroger et d'autres pointent du doigt la brigade d'assainissement pour le non-curage des rivières.
Du côté du service en charge de l'assainissement de la ville de Lubumbashi, la brigade, elle, récuse ces accusations et soutient avoir curé correctement. Mais c'est la population qui bouge certains endroits prévus pour la canalisation d'eau en construisant sur les sites marécageux. Dire que la faute incombe à la personne d'abord qui a attribué une maison sans respecter le 15 mètres, le 20 mètres de servitude de cours d'eau. Là où il y a eu de montée des eaux, ce sont ceux-là qui sont allés construire à moins de 30 cm d'un cours d'eau. Dans une ville, ça ne se fait pas. La brigade d'assainissement n'est pas responsable de cette situation d'inondation. Ça, c'est un. De deux, la population aussi en est pour beaucoup. Et que ceux qui s'occupent de distribution des terrains puissent voir et descendre sur le lieu pour voir comment est-ce qu'on peut donner des terrains aux gens. Ça, c'est un. De deux, la population a changé la rivière, les drains, les canaux, les ruisseaux en dépotoir. La machine de dragage des cours d'eau qui est à l'intérieur de la province pour le curage du fleuve Congo sera à Lubumbashi d'ici quelques mois pour poursuivre l'opération de curage. Pour les deux coordonnateurs de la brigade d'assainissement, Jerry Kabola et Sébastien Kikunguru, le service de l'État en charge de la vente et de la distribution de terrains et les habitants de Lubumbashi ont une grande responsabilité dans cette situation d'inondation constatée à Lubumbashi. Et il faut que la population évite de jeter les immondices dans les canalisations d'eau et ne plus acheter des parcelles sur des terrains marécageux ni y construire des maisons. Je vous en parlais déjà, quelques abonnés de la Régie des eaux vont manquer de l'eau potable durant 3 jours suite aux travaux de réparation des pannes survenues au moteur de la station de pompage de Kimilolo 1. À cet effet, le directeur provincial de la Régie des eaux Katanga, Pierre Makoyo, a prié ses abonnés de la cité Jekamine, Katouba et Kamalondo d'attendre la fin des travaux pour être à nouveau desservis en eau potable. Patricia Naïsman Kabea, Stéphane Chisson nous en disent plus. Les dernières pluies abondantes qui se sont abattues sur la ville de Lubumbashi ont endommagé 3 moteurs de la station de captage d'eau de Kimilolo et comme conséquence, les communes de Kamalondo, Katouba et autres manquent de l'eau potable. À cet effet, le directeur provincial de la Régie des eaux, Pierre Makoyo, fixe la population sur ces perturbations en fourniture d'eau pendant les travaux. Hier, avec les pluies diluviennes que nous avons eues, en dépit de toutes les mesures de sécurité sont généralement prises. Nous avons eu des précipitations qui ont été très importantes, qui ont fait que les eaux ont envahi notre station. Et jusqu'à 1,20 m de hauteur, tous les équipements électromécaniques, tous les équipements électriques étaient inondés. Les pompistes qui travaillent ici, ils ont pris la bonne précaution d'arrêter toutes les pompes. Sinon, les dégâts auraient été plus importants au niveau des équipements. Actuellement, ce qui fait que d'ailleurs qu'il n'y a pas eu, qu'il y a eu manque d'eau le matin dans la ville. Actuellement, nous avons évacué toutes les eaux. Nous sommes en train de vérifier les moteurs, les isolements des moteurs pour voir si les moteurs n'ont pas été touchés. Mais les premières mesures ont montré qu'il y a eu de l'eau qui est entrée dans presque tous les moteurs. Nous sommes en train de faire des mesures d'isolement qui vont confirmer ce que nous avons vu physiquement. Au cas où il s'avérait que nous devons améliorer l'isolement des moteurs, ça nous prendra à peu près 72 heures. Qui dit 72 heures dit que nous aurons de grandes perturbations de desserte en eau potable dans la ville de Lubumbashi. La station de Kimilolo 2 n'a pas été épargnée par cette situation. Il s'avère qu'ici, les dégâts sont minimes et les moteurs fonctionnent normalement. La Régie des eaux demande à tous ses abonnés de garder patience car ces techniciens sont à l'œuvre pour décrisper la situation. L'actualité, c'est aussi la célébration de la Journée internationale de la justice sociale. Il convient de s'interroger à quel seuil l'État congolais distribue aux citoyens la richesse du pays. Néanmoins, beaucoup d'observateurs révèlent que le Congolais moyen vit au quotidien en deçà de $10 américains. Mamie Hélène Kadilo, Chrisodia, explication. La République démocratique du Congo est loin de définir correctement le concept de justice sociale.
Pour le juriste, cette justice distributive est bien établie dans la loi congolaise, mais il est difficile de voir la concrétisation de la justice sociale quand bien même certaines réalisations ont été faites dans certains domaines liés à l'infrastructure. Au Congo, les lois sont de belles lois. Vous avez le Code du travail qui organise assez correctement la matière du travail. Mais le problème se pose au niveau de l'exécution, de l'application de ces lois. Vous voyez, en matière de travail sur le terrain, il y a à boire et à manger. Et c'est lui qui doit contrôler l'exécution de cette loi, c'est l'inspecteur du travail. Lui-même, là, est-il bien traité par son employeur qui est l'État pour qu'il fasse correctement son travail? La question reste posée. Et comment cette justice sociale est vue par le sociologue congolais, le professeur Fernand Numbi Kanyipa? La justice sociale sous-entend des droits et des obligations. Les gouvernants doivent, à un certain point de vue, certaines choses dont doit bénéficier la population. Et en retour, la population doit certaines choses à l'État. Beaucoup reste à faire dans notre pays, en matière surtout du salaire. Beaucoup reste à faire. Évidemment, l'État a beaucoup fait, mais beaucoup reste à faire, dans ce sens que on n'est pas encore arrivé à définir le panier de la ménagère. Pour tout celui qui travaille, qu'il ait un salaire qui lui permette de manger, de s'habiller, de payer le transport, de payer les études des enfants et même de faire de l'épargne. La journée de la justice sociale est célébrée chaque 20 février de l'année à l'échelle mondiale, mais plusieurs analystes déplorent souvent la faim chronique qui frappe plusieurs ménages. Le ministre national de l'économie, Jean-Paul Nemoyato, a déclaré que la RDC a l'intention d'adhérer à la zone de libre-échange du marché commun de l'Afrique orientale et australe. L'occasion de s'interroger sur la capacité de la RDC d'ouvrir ses frontières pour affronter la concurrence étrangère et surtout l'amélioration du climat des affaires qui est un élément clé quand il s'agit d'échanger justement. Karine Kabongo-Moulokwe, reportage. La République démocratique du Congo a levé l'option d'adhérer à la zone de libre-échange du commerce commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA en sigle. Jean-Paul Nemoyato, ministre national de l'économie, et son collègue des affaires étrangères ont élaboré un projet de loi et le gouvernement va se réunir d'ici peu pour l'adopter, l'envoyer ensuite au Parlement pour que les deux chambres puissent voter. Pour rappel, la COMESA regroupe 20 pays membres dont près de 6 sont frontaliers avec la République démocratique du Congo. L'objectif de cette organisation sous-régionale est de mettre en place un marché unique entièrement intégré en matière de libre circulation des biens, des services, du capital et des personnes. La République démocratique du Congo, qui veut intégrer cette plateforme africaine, a entrepris d'installer des bureaux COMESA transfrontaliers. Le cas du bureau frontalier Goma-Gisenyi, bureau qui ont pour mission de donner des informations aux opérateurs économiques. Il s'agit souvent de la documentation douanière simplifiée, des informations sur les transports, l'hébergement et les prix de produits de base. Retenez également qu'en province du Katanga, plus précisément à Kalemi, la COMESA envisage la reconstruction de la digue à l'exutoire de la rivière Lukuga pour stabiliser le niveau d'eau, augmenter sa profondeur et permettre au port de Kalemi de recevoir des unités de grand tonnage. Malgré ces ambitions affichées par la République démocratique du Congo pour que cette adhésion soit réelle, encore faut-il que le pays transforme ses potentialités en richesses. Et pour cela, il faut attirer des investisseurs étrangers et même congolais. Sur ce plan, l'AFEC continue à se plaindre de la lourdeur lors de traitement de dossiers. En plus, l'amélioration du climat des affaires demeure une épine dans l'économie nationale. Notez également que la République démocratique du Congo doit achever son processus de ratification de l'OHADA. En attendant, la République démocratique du Congo organise le 26 et 27 février 2014 le 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la COMESA. Les discussions vont porter sur la consolidation du commerce au sein de cet espace économique à travers le développement de petites et moyennes entreprises. Dans le souci d'adapter l'ancien code de famille aux conditions de vie actuelles, la ministre congolaise du genre, famille et enfants a déposé le projet de loi relatif à l'Assemblée nationale. Parmi les points qui seront retouchés, c'est notamment la question du montant de la dot qui se trouve être diversifiée actuellement dans les familles, mais également la question sur l'autorisation maritale qui semble limiter les droits de la femme. Un sujet de Ejetchala et Félix Kalombo.
la société congolaise, l'actuel code de famille réserve un caractère symbolique pour ce qui est de la dot. Mais de nos jours, la fixation de ce droit au mariage connaît quelques déviations dans les chefs de certains parents. Selon la proposition du ministère du Genre, Famille et Enfants, les gouverneurs des provinces fixeront un montant maximum pour épouser une fille, et cela dans le but d'éviter plusieurs unions libres qui s'observent de plus en plus à travers les pays. Quelles seraient alors les faiblesses de l'ancien code, les avantages du nouveau code? Voilà autant de questions qui suscitent la curiosité de plus d'un. La seule chose qui peut être faite dans ce contexte-là, à mon avis, c'est de prévoir un maximum. Dire par exemple que pour la dot, tout en respectant bien entendu les tribus qui ont leur système bien établi, parce que pour la plupart, la dot est généralement symbolique. Il n'y a que quelques tribus pour lesquelles apparemment on compte en termes de têtes de vache. Mais de manière générale, si je prends le Katanga, quand on regarde, on se rend compte que généralement c'est symbolique. Il est très difficile de légiférer dans une telle matière. Pourquoi? Parce que vous risquez pour les tribus qui ont eu des traditions assez assises depuis de longues années, de pouvoir leur imposer un texte. Lorsque vous imposez des textes, vous avez au final ce qu'on appelle des greffons sur un corps étranger. Ce projet de loi fait aussi allusion à l'autorisation maritale qui donne à l'épouse les pouvoirs de travailler sans nécessairement l'accord de son conjoint. Actuellement, même avant la révision du code de la famille tel que nous l'avons, actuellement la femme mariée s'engage librement dans un lien de travail. Si elle veut travailler, oui, elle peut signer librement le contrat. Les seuls aspects où il y avait encore une difficulté, c'était en matière de commerce. C'est là qu'on estimait que la femme mariée devait absolument obtenir l'autorisation du mari. Il faut savoir que les avis sont partagés quant à ceux. Les uns saluent ce projet de loi, d'autres par contre restent sceptiques en ce qui concerne les suivis et l'applicabilité de cette loi une fois adaptée. Et puis c'est demain, vendredi 21 février, que sera célébrée la journée de la langue maternelle. Il faut dire que la société, au sein de la société, plusieurs hypothèses divergent sur la définition même de la langue maternelle. On va suivre les avis de certains choix à ce sujet. Ils sont au micro de Ege Tchala, Félix Kaloum. La langue maternelle, c'est la première langue qu'apprend un enfant qui vient de naître. Donc, ça peut être le français, ça peut être le swahili, n'importe quelle langue. Qu'un enfant qui vient de naître apprend. Mais le dialecte, c'est plutôt une variété linguistique qui appartient à un groupe social. C'est ce qu'on appelle le Luba, le Runde, le Chiluba. C'est ça le dialecte. Donc il y a une nette différence entre les deux. Langue maternelle, ni langue ya Kiakwenu, ilo napasha kusema. Mi langue maternelle ni Runde. Watu tibaluba. Ukichangama Kiswahili na Kiluba bifeno kwisambanga Kiluba nka. Ena ekyo kyakwe kimafwa iko. Ma langue maternelle, je peux dire, c'est les Chiluba. Les Chiluba, ma langue maternelle. C'est la langue de ma maman et la langue de mon papa. Et on va terminer ce journal par la lecture de quelques articles signés par nos confrères du journal La République qui paraît dans la capitale Kinshasa. C'est donc la rubrique Lue pour vous qui nous est présentée par Janine Bouchou. Léon Kengo casse l'opposition radicale. Vital Kamere escroque les Nord Kivu. Le soutien des évêques catholiques à Moïse Katumbi. Mazembe évite le piège des Kisangani. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Lue pour vous du journal La République. Léon Kengo casse l'opposition radicale. Plus malin qu'Kengo à don de tumeur, me répétait un vieux politicien aujourd'hui sur Terre. Le temps et la suite des événements confortent inexorablement ce jugement, alors qu'on le croyait vaincu par la nouvelle génération. L'actuel président de la Chambre haute du Parlement congolais semble avoir reconquis l'abri du jeu politique, du moins pour ce qui est de la classe politique dite de l'opposition.
Le dernier acte de sa manœuvre reste sans contexte, la création de l'opposition républicaine, plateforme devant servir le socle de son combat actuel. Le confrère ajoute, en sourdine se trame l'opposition de la formation du gouvernement de cohésion nationale dont la naissance intervient dans les prochains instants. Tenant le rêve de ces projets, Léon Kengo tient à contrôler toute la part de l'opposition dans ses idéaux politiques. Opération quasi réussie lorsqu'on sait que les radicaux ont décliné l'offre. Sur la même page, on peut lire Vital Kamere escroque les Nord Kivu. Sur quoi se fonde alors l'intérêt brusque des Kamere pour le Nord Kivu, s'interroge les journaux. Au départ, tout part de la tricherie. Kamere est loin d'être le chouchou des gros matraciens. L'homme s'appuie plutôt sur la colonie des ressortissants du Nord Kivu qui représente le 1/3 de la population des Goma. En somme, conclut le confrère, Kamere se tourne vers le Nord Kivu juste au moment où sa vie politique vire au vinaigre. En période des vaches grasses, l'homme a le regard tourné vers ses frères du village. Ça s'appelle de l'escroquerie. Le soutien des évêques catholiques à Moïse Katumbi. La situation générale de la province du Katanga, notamment sur le plan politique, sécuritaire, social, a fait l'objet d'un entretien que Moïse Katumbi a eu dernièrement avec, indique une délégation des évêques des 8 diocèses de l'église catholique de la province ecclésiastique du Katanga, conduite par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Jean-Pierre Tafungwambayo. À l'issue de l'entretien, l'abbé Richard Kazadi, porte-parole des évêques du Katanga, a déclaré à la presse que l'Église encadre la même population que gouverne l'autorité provinciale. C'est pour cette raison, a-t-il dit, que nous, évêques, venons l'encourager, le soutenir et lui témoigner notre engagement pour l'encadrement de la population de la province. Et pour terminer, Mazembe évite les pièges de Kisangani. Le dernier paragraphe du titre à la page 12 mentionne: en définitive, et même si Robert Kidiaba n'a eu que très peu à intervenir, le tout-puissant Mazembe peut même s'estimer heureux d'avoir obtenu le nul, car parfois, ces jours non réussis se terminent en cauchemar avec la perte totale d'enjeu. Fort heureusement, il n'en a rien été. Le noir et blanc en rentre à la maison toujours invaincu et toujours sans avoir encaissé le moindre but. Laissons le mot de la fin à Kalaba. Il nous faut vite oublier ces dimanches de malchance et tourner la page. De toute façon, le match capital de ces groupes aura lieu le dimanche prochain contre Lupopo. Et nous vous disons merci de nous avoir suivis et à la prochaine. C'est donc la fin de ce journal de 19h sur Nyota Télévision. Avant de nous quitter, on note pour l'essentiel, nous sommes revenus sur les dégâts des pluies diluviennes de lundi dernier sur la ville de Lubumbashi. Plusieurs quartiers ont été sérieusement inondés. La brigade provinciale d'assainissement a déclaré ne pas être responsable de ces inondations. Pour ce service, c'est la population qui construit sur des zones inappropriées, dites de non-aedificants, et aussi les services de cadastre et habitat qui attribuent des terrains à ces endroits dangereux. Il était également question du directeur provincial de la Régie des eaux qui prie ses abonnés de prendre leur mal en patience à cause du manque d'eau potable qu'ils observeront pendant 3 jours à Lubumbashi. Il a parlé d'une panne qui aurait touché la station de pompage de Kimilolo 1. Et c'est la fin complète de ce journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Prochain rendez-vous avec les infos sur votre chaîne, c'est à 21h. Le News 21h15, le journal en anglais à 23h, les derniers échos de ce jour avec Linda Lukalou. Banco tout très bon de nos programmes.